On m'avait dit que je n'étais pas faite pour l'université, bien avant que j'apprenne à épeler ma jour de promo. J'étais la fille qui gribouillait dans les marges de ses devoirs de maths, celle qui mettait plus de temps que mon frère à expliquer une idée pour la foire scientifique, et qui, pour des raisons que je ne comprenais pas encore, recevait le surnom Emma la gentille, au dîner de famille, tandis que ma sœur Jessica héritait du trophée de l'intelligente. « Tu n'es pas faite pour l'université », m'avait dit une fois ma tante en passant un plat à Thanksgiving, comme si les mots étaient du beurre. « Trouve-toi juste un mari », avait ajouté mon oncle en riant l'été où j'ai eu 17 ans et où j'ai commencé à veiller tard avec mes notes d'APUS et la lumière de mon application de préparation au SAT. À la maison, ma mère applaudissait poliment quand Jessica annonçait un nouveau stage et me disait, avec un sourire doux qui ressemblait plutôt à une petite poussée, « Le Community College te correspond mieux, ma chérie ». Ces phrases définissaient la température de ma jeunesse, tiède au mieux, glaciale quand j'essayais d'atteindre quelque chose au-delà de la table familiale. J'ai appris à garder ma bouche petite et mes cahiers grands. Pendant que Jessica arrivait au dîner de décision universitaire avec des bourses et un halo de recommandations, je restais dans la cuisine avec une brochure du Community College d'État cachée sous ma main, comme un secret. « Au moins, ta sœur a une bourse complète pour State », disait une fois ma cousine Margaret, comme si la consolation était une forme d'accomplissement. « Ton frère, c'est le plus intelligent », déclarait ma grand-mère en lui tapotant la tête lors des réunions de famille, comme si l'intelligence pouvait se distribuer comme des bonbons. L'odeur du poulet rôti et l'éclat brillant des assiettes en carton étaient constants, mais ce qui tranchait vraiment, c'était le papier fin de leurs opinions. Je me souviens du clic métallique de la porte du frigo quand mon père jeta une piste de mes brochures universitaires à la poubelle après une discussion de budget familial en disant « On ne peut pas se permettre des rêves pour tout le monde ». Je me souviens de m'être détournée, feignant de ne pas entendre quand il ajoutait « Les filles n'ont pas besoin de diplôme en STEM ». Alors j'ai appris à être très douée pour deux choses, lire les attentes des gens et étudier en secret. Je restais éveillée jusqu'à la fermeture du café, penchée sur des questions holographiques de pratique SAT sur mon ordinateur fissuré, mes crayons suisant sur le sol à côté de moi. Pendant qu'il pensait que se passaient mes soirées sur le canapé à défiler sur mon téléphone, j'apprenais par cœur des termes de biologie moléculaire jusqu'à ce que les pages se brouillent, jusqu'à ce que les mots entrent dans mes rêves. Je travaillais la partie mathématique comme si était une langue, et le matin où mon score PSAT est arrivé, une enveloppe discrète que j'ai ouverte dans la salle de bain pour que personne ne voie mon sourire, j'ai senti que je venais de dépasser pour la première fois leur plafond. Le score ressemblait à une petite victoire privée. Le test montrait que j'avais bien plus qu'une chance. « Tu en fais trop », m'a dit ma sœur quand elle m'a trouvée avec un surligneur à 2 heures du matin. Sa voix était détachée, comme quelqu'un décrivant un problème de tenue, pas un choix de vie. Mais je n'ai pas laissé tomber. Je glissais mon rapport SAT dans un livre, entre des tests d'entraînement, des brochures d'université et de vieilles photos de visites de campus que je n'avais jamais montrées à personne. J'imprimais une photo du campus de Stanford, le soleil débordant sur les marches de pierre d'une manière qui me poignait presque, et je la collais à l'intérieur d'un tiroir. Je gardais sur mon téléphone un lien vers un portail d'admission intitulé « Maybe », que j'ouvrais la nuit pour regarder comment les statuts des autres candidats clignotaient, admis, différés, refusés, comme des constellations différentes. Je mémorisais la mise en page de la page de notification jusqu'à ce que je puisse presque prédire où un email apparaîtrait. Je lisais des forums sous des pseudonymes et parcourais des discussions sur les bourses et les lettres de recommandation jusqu'à ce que les chiffres rouges de ma boîte de réception ressemblaient à des marches à gravir. Pourquoi gaspiller de l'argent pour l'éducation d'une fille ? A lancé une fois un cousin à un dîner de famille où ma tante avait tenté de rire pour transformer la phrase en blague. Cette phrase m'a brûlé comme de la vapeur sortant d'une marmite. Le genre de phrase dite avec un sourire pour que les gens croient que ce n'est rien, mais qui tombe pourtant comme un verdict. J'ai appris à mesurer ma respiration dans les silences entre ces phrases, à cacher la façon dont mes mains tremblaient quand je m'inscrivais à un énième test d'entraînement. Je me souviens du soir où ma mère annonça, d'un ton à peine léger, « Nous avons décidé de donner le fonds universitaire à Jessica ». Elle l'avait dit comme si elle parlait d'une couleur de peintre. Jessica avait l'air contente, mais pas surprise. La famille avait longtemps pratiqué l'art de considérer mon absence de perspective comme normale. « Nous voulons juste être sûrs que quelqu'un dans cette famille en tire le maximum », dit mon père. Et un instant, notre cuisine devint une salle d'audience où je n'étais même pas autorisée à me lever.
Mais ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais déjà été acceptée dans des programmes qui n'auraient jamais pu tenir dans la poche arrière de leurs suppositions. J'avais postulé dans une série d'écoles, Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins, Northwestern et Cornell, entre autres. Non pas pour triompher lors d'un débat à table, mais parce que je ne pouvais pas m'imaginer m'arrêter au seuil du possible. Chaque application était une pierre posée sous mes pieds pour escalader un mur qu'on m'avait dit infranchissable. Je me souviens d'avoir ouvert le premier email à minuit, mon souffle embuant l'écran parce que j'avais ouvert les fenêtres pour mieux entendre le campus que j'imaginais. « Nous avons le regret de vous informer que… » commençait-il. Je l'ai fermé et j'ai pleuré. Non pas parce que j'avais échoué, mais parce que le rejet avait la même voix que les voix qui résonnaient autour de ma table de cuisine. Cette déception m'a poussée à étudier davantage. Puis, de petites choses sont arrivées, comme des miettes sur un chemin. Un email d'un comité de bourse auquel je m'avais postulé en secret, un appel d'un laboratoire de recherche me demandant si je pouvais venir comme volontaire, un paquet de documents pour un programme d'été auquel j'avais candidaté d'une écriture tremblante. Je rangeais ces enveloppes dans une boîte à chaussures et refermais le couteau comme si j'y scellais ma petite rébellion personnelle. La boîte sentait légèrement le papier ancien et le nettoyant au citron, et chaque fois que je l'ouvrais, je sentais la chaleur d'être, enfin, vue. « Tu dois être réaliste », m'a dit ma mère le jour où une invitation à une orientation du Community College arriva par la poste. J'ai hoché la tête et gardé la boîte à chaussures sous mon lit. Le jour de la fête de remise de diplôme de Jessica, une soirée décorée de guirlandes lumineuses et un gâteau Congrats Jessica glacé de la couleur de l'orgueil, je portais une robe qui me servait d'armure. Je faisais semblant de ne pas vérifier mon téléphone. La maison bourdonnait de parents vantant des bourses, des emplois de rêve, et comment certaines portes s'ouvrent pour certains et pas pour d'autres. Elle pourra l'aider à trouver un bon programme, dit tante Margaret, avec ce ton faussement compatissant en me tapotant le bras, comme si mon meilleur espoir passait par la réussite de quelqu'un d'autre. Mes mains étaient stables lorsque je servais le punch, mon sourire taché de glaçage au coin comme preuve silencieuse de ma patience. Il ne savait pas que la brochure de Community College que je tenais cachait une feuille imprimée 2 fois, au bord adouci par des semaines de manipulation, portant ces mots. « Nous avons le plaisir de vous offrir l'admission. » Je savais que ce qui se trouvait sous ce papier glacé rose et bleu, le papier qui annonçait fièrement « Future Community College Star », n'était pas un programme local, mais une lettre qui commençait par « Félicitations ». Je l'avais lu tant de fois que les mots semblaient gravés sur l'intérieur de mes paupières. Les semaines suivantes, je vivais comme si j'avançais dans un rêve que personne ne pouvait voir. Chaque matin, je vérifiais ma boîte mail comme quelqu'un vérifie un billet de loterie, non pas par avidité, mais par espoir silencieux. Puis un jour, un email apparut. Il n'avait pas l'air spécial, aucune majuscule théâtrale, aucune bannière brillante, juste une ligne simple « Update to your application status ». J'avais tellement peur de cliquer que ma main tremblait contre la souris. Lorsque la page se chargea, je crus d'abord que j'avais mal lu. Je me suis levée de la chaise, puis je me suis rassise. La ligne était toujours là. Admise. Une lettre officielle avec un sceau digital et une invitation à rejoindre leur programme de sciences. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains. Pas un cri, pas un rire, juste un souffle long, plein d'années à retenir ma place dans ma propre vie. Je n'ai rien dit à ma famille. Pas tout de suite. Je voulais être sûre que ce n'était pas un simple vent qui soufflait dans ma direction, pas une poussière passagère. Je voulais attendre. Quelques jours plus tard, une 2e réponse arriva, puis une 3e, puis encore une autre. Johns Hopkins, admise. Northwestern, admise. Cornell, admise. Princeton, liste d'attente, puis admise. Chaque nouvelle notification était un papillon battant dans ma poitrine. Je les ai imprimées toutes, une par une, jusqu'à ce que ma boîte à chaussures devienne trop petite et que je doive passer à une boîte de rangement entière. Je dormais avec cette boîte près de moi comme si elle pouvait s'évaporer. Le moment décisif arriva un matin où la lumière filtrait parfaitement à travers les rideaux, dessinant des bandes dorées sur mon bureau. Je dépliai une lettre plus épaisse que les autres. Le papier avait une texture douce, presque luxueuse. Le son relief semblait si solide que j'avais peur de l'abîmer. Je l'ouvris. Mon cœur bondit. Je crus d'abord que c'était une erreur. Stanford. Admission complète. Programme de bourse ultra compétitif. Frais couverts à 100%. Mes mains couvrirent ma bouche. Une vague de chaleur passa partout en moi. C'était trop vaste pour mon corps.
Une phrase était soulignée. You are one of the strongest applicants we have reviewed this year. Je restais là, immobile, mes genoux tremblants comme si l'univers posait soudain une main solide entre mes omoplates, me disant « Avance, c'est ton tour. Tu n'as jamais été derrière. » Je n'avais plus peur de le dire, mais je voulais que le moment soit parfait. Je voulais qu'ils entendent chaque syllabe. Alors j'ai attendu. J'ai attendu un jour où la cuisine était pleine, où ma famille se félicitait, riait, bavardait, racontait les réussites de Jessica, les projets coûteux de mon frère, les conseils financiers que je n'avais pas demandés. Ma mère disait « Au moins tu peux suivre le chemin simple ». Elle souriait comme si elle me donnait un cadeau. Je me suis levée. Mes jambes semblaient faites d'un métal fin, léger, mais indestructible. « J'aimerais vous dire quelque chose », ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, elle était stable. Tout le monde s'est tu, même Jessica. Je me suis penchée et j'ai sorti la boîte. Pas celle remplie de brochures de Community College. L'autre. La vraie. La lourde. Je l'ai posée sur la table, le son résonna comme un marteau de juge. Je sens mes lettres, j'ai dit simplement. Ma mère a froncé les sourcils. Lettres. J'ai ouvert le couvercle. Le papier brillait sous la lumière. Rouge, d'or, marine foncée, beige cassé. Les couleurs officielles d'université que ma famille croyait hors de ma portée. J'ai tiré la première. Cornell. Le silence. Puis j'en ai sorti une autre. Johns Hopkins. Puis une autre. Northwestern. Puis encore une autre. Princeton. Les yeux de mon père s'étaient grandis comme si quelqu'un venait de déclencher une explosion silencieuse dans son esprit. Puis j'ai sorti la dernière enveloppe, la plus lourde, la plus précieuse. Une couleur qui ressemblait à l'avenir lui-même. Stanford, j'ai dit. Ma mère a failli laisser tomber la cuillère dans sa main. Je n'avais pas encore terminé. J'ai étalé toutes les lettres comme un jeu de cartes gagnantes et j'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas seulement été admise, j'ai dit. Stanford m'a offert une bourse complète. Je les ai regardés un par un. Je vais y aller, gratuitement. Plusieurs personnes avaient ouvert la bouche, mais rien n'en sortait. Même Jessica avait l'air d'une statue. Puis j'ai ajouté, et pendant que mon frère devra rembourser 200 000 $, moi, je n'aurai aucune dette. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son de la pièce. Puis le chien a éternué dans le coin, presque comme un point final. Je me suis servi un verre de jus et je me suis assise. Aucune colère, aucun revanche bruyant, juste la vérité. Et la vérité suffisait. Ce soir-là, personne n'a réellement parlé pendant un long moment. Pas parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais parce qu'ils avaient enfin réalisé quelque chose qu'ils ne croyaient jamais possible, que je n'allais jamais être derrière. Ils n'avaient jamais seulement regardé dans la bonne direction. Ma mère a posé sa serviette avec lenteur promagneuse. « Pourquoi tu nous as rien dit ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était ni douce, ni en colère, juste déconcertée. Comme si elle essayait de comprendre une langue qu'elle n'avait jamais voulu apprendre. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas accusé. Ce n'était pas un moment pour se battre, c'était un moment pour enfin respirer. Parce que vous aviez déjà décidé de ce que j'étais capable de faire. Vous n'avez jamais pensé que j'avais une chance, alors j'ai arrêté d'essayer de vous convaincre. Je me suis concentrée sur la seule personne qui croyait encore en moi, moi-même. Jessica baissa les yeux, et pour la première fois je ne vis ni rivalité ni suffisance dans son regard, seulement de la surprise, de l'humanité, peut-être même un peu de respect. Mon père ouvrit la bouche. Je pensais qu'il allait trouver une excuse, ou minimiser, ou rediriger la conversation vers quelqu'un d'autre comme il l'avait fait toute sa vie. Mais il ne dit seulement un mot. Comment ? Pas « Comment as-tu pu faire ça sans nous ?» Pas « Comment as-tu osé ?» Juste « Comment ?» Le genre de comment qu'un homme demande quand son monde vient d'être réorganisé. Alors je leur ai raconté. Je leur ai dit comment j'avais étudié la nuit pendant qu'ils croyaient que je dormais, comment je m'étais inscrite seule à des programmes gratuits, comment j'avais envoyé des dizaines d'essais, réécrit des centaines de paragraphes et appris à lire mes propres forces sans attendre d'être complimentée. Comment j'avais travaillé en secret, élaboré mes dossiers, demandé des lettres de recommandation discrètement
et maintenu mes notes en silence, non pas pour me cacher, mais pour me protéger. Ma mère s'appuya contre le dossier de sa chaise. Le choc sur son visage ressemblait à une craque de verre. Slouche, précise, inévitable. « On ne savait pas, murmurait-elle. Je répondis doucement. « Non, vous n'avez jamais voulu savoir. » Depuis ce jour-là, quelque chose a changé dans la maison. Pas immédiatement, les vieilles habitudes, comme les vieilles croyances, ne disparaissent pas d'un seul soir. Mais il y avait une sorte de silence respectueux autour de moi. Comme si j'étais une pièce de musée qu'il n'avait jamais remarquée auparavant et qu'il ne savait pas s'il devait s'en approcher ou la laisser intacte. Jessica, à ma grande surprise, fut la première à m'adresser une conversation normale. Pas un commentaire passif-agressif, pas une question déguisée, une vraie conversation. Elle me demanda « Alors, Stanford, hein ?» Je hochai la tête. Elle inspira profondément. « Je suis fière de toi. Vraiment. Même si je ne l'ai pas montré. » J'ai haussé un petit sourire. « Merci. » Ce fut tout. Mais c'était déjà beaucoup. Les semaines suivantes furent une danse étrange entre la préparation, les adieux silencieux et les regards que mes parents me lançaient comme s'ils tentaient encore de comprendre comment leur plan simple s'était transformé en trajectoire orbitale. Mon frère, celui à qui on promettait un avenir brillant sans jamais lui demander ce qu'il voulait vraiment, me regarda un soir et dit « Je ne suis pas jaloux, juste impressionné et un peu traumatisé. » Il rit. « 200 000 $, hein ? On dirait que quelqu'un va devoir t'appeler docteur pour juste te suivre. » J'ai ri aussi. C'était léger. Mais dans sa plaisanterie, il y avait une vérité poignante. Il avait été élevé avec trop d'attentes, moi avec trop peu. Et nous avions tous les deux payé un prix différent. Le jour où je suis partie pour Stanford, ma mère m'a accompagnée jusqu'à la voiture. Elle avait l'air si fragile, comme une feuille qui hésite à tomber. Elle prit ma main. « Je suis désolée, » dit-elle. Pas un discours, pas une justification, juste 2 mots, simples, sincères. Je lui serrai la main. Merci. Et c'est ainsi que je suis partie, pas avec de la colère dans mes bagages, mais avec une liberté fraîche, une respiration pleine, un avenir ouvert. Lorsque j'ai mis le pied sur le campus pour la première fois, le soleil éclaira les bâtiments en pierre comme s'il les soulignait spécialement pour moi. Les étudiants marchaient avec des livres dans les bras et des rêves débordant de leurs pas. Je me suis arrêtée, j'ai inspiré profondément et j'ai souri. Parce qu'à cet instant exact, je n'étais plus la fille qu'on sous-estimait. Je n'étais plus celle qu'on reléguait au second plan. Je n'étais plus un peut-être, un ce n'est pas pour toi, un sois réaliste. J'étais là, admise, boursière, sans dette. Et chaque pas que je faisais sur ces pavés était une victoire silencieuse contre chaque voix qui avait dit « Les filles n'ont pas besoin d'aller en université ». C'est qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà construit un empire. Un empire d'efforts, de nuits blanches, de détermination, de rêves non autorisés. Et maintenant, ce monde était enfin moi. La première semaine à Stanford ressemblait à un rêve trop précis pour être inventé. Les bâtiments baignés de lumière, l'air frais du matin, les vélos qui traversaient les chemins comme des éclairs silencieux, tout semblait chargé d'une électricité douce, une énergie qui disait « Tu es censé être ici ». Je me souviens d'être entrée dans ma première salle de classe, un amphithéâtre immense, et d'avoir choisi une place au milieu, ni trop en avant, ni trop en retrait. Je voulais absorber tout ce qui m'entourait. Quand le professeur entra, les discussions se turent. Je pris des notes à un rythme fébrile, non pas par peur, mais par joie. Pour la première fois, j'apprenais non pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour moi. Chaque mot me semblait être une clé. Chaque équation, une porte. Chaque paragraphe, une lumière allumée dans un corridor que je croyais autrefois d'orque. Les semaines se transformèrent en mois. Je me fis des amis, des étudiants brillants, passionnés, issus de tous les horizons.
certains incroyablement privilégiés, d'autres ayant escaladé des montagnes invisibles comme moi. Ils ne me regardaient pas comme la fille réaliste, la fille qui ne vise pas haut, la fille qui devrait se contenter. Ils me regardaient comme une égale. Ou mieux encore, comme quelqu'un qui avait sa place dans leur monde. Je rejoignis un laboratoire, puis un autre, puis un projet de recherche qu'aucune version plus jeune de moi-même n'aurait osé imaginer. Je me souviens du premier jour où mon nom apparut sur un rapport officiel, en bas d'une page, en petite forisse, mais c'était là, mon nom, à Stanford, dans un travail de recherche. Je restais immobile devant l'écran un long moment. Je n'avais jamais autant appartenu à un endroit. À un moment, je suis rentrée pour les vacances. Ce n'était pas une revanche, ce n'était plus un besoin de prouver quoi que ce soit. C'était une mise à jour, un chapitre que je voulais partager avec eux, non pas pour les surprendre, mais parce que j'avais appris à ne plus vivre dans la dissimulation. Quand je suis entrée dans la maison, j'ai senti une atmosphère différente. Une chaleur qui n'y était pas avant. Une attention qui n'était pas forcée. Ma mère m'a serrée dans les bras plus longtemps que d'habitude. Elle ne dit pas grand-chose. Mais parfois le silence est une excuse mieux formulée que les mots. Mon frère m'observait avec quelque chose comme de la fierté, même s'il ne savait pas comment l'exprimer correctement. Il s'éclaircit la gorge, gêné, puis lança. « Alors Stanford, c'est difficile ?» Il maladroit. Mais dans son regard, pour la première fois, il y avait une reconnaissance véritable. Pas celle qu'on donne par convenance, celle qu'on donne quand on réalise qu'on s'est trompé. Jessica me donna une étreinte qui elle aussi semblait venir d'une vraie place en elle. « Tu sais, je raconte à tout le monde que tu es ma sœur. » Je ris. « Tu devrais, répondis-je. Je suis plutôt impressionnante. » Elle rit aussi. Et mon frère ? Lui, il me regardait comme si j'étais devenue une sorte de légende familiale. « Eh, si jamais tu deviens riche, je peux vivre dans ta maison d'amis, hein ?» Je le poussais en riant. « Tu vas d'abord payer tes dettes. » Pour la première fois, il rit sans amertume. « Oui ? » J'imagine que oui. Les années passèrent, j'obtins mon diplôme avec distinction. Je réalisais des projets de recherche, j'ai eu des opportunités, des offres, des possibilités qui dépassaient tout ce qu'on n'avait jamais imaginé pour moi. Et un jour, en triant mes affaires, je retrouvais cette vieille boîte, la boîte à chaussures où j'avais rangé tous les premiers signes de ma vie secrète. Je la posai sur le sol, je m'assis et je l'ouvris. Les papiers étaient jaunis sur les bords, certains légèrement froissés. Mais ils étaient là, des preuves silencieuses d'un passé que j'avais dû traverser seule. Je souris, pas avec douleur, pas avec rancœur, avec gratitude. Parce que ces lettres n'étaient pas juste des admissions. C'étaient des portes, des fenêtres, des armes, des ailes. Et chaque fois que je les regardais, je me rappelais que j'avais construit ma vie, pas malgré eux, mais à cause d'eux. À cause de leurs doutes. À cause de leurs limites. À cause de leurs erreurs. J'avais transformé leurs faibles attentes en carburant. J'avais transformé leurs restrictions en possibilités. J'avais transformé leur non en un futur entier. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande mon histoire, je souris et je dis « On m'a dit que les filles n'avaient pas besoin d'aller à l'université. » Alors, je suis allée à Stanford. Gratuitement. Ce n'est pas une revanche, c'est un rappel. Un rappel que personne ne doit écrire ton histoire à ta place. Un rappel que les limites qu'on t'impose ne sont pas les tiennes. Un rappel que la réussite la plus silencieuse peut parfois être la plus puissante. Et surtout, un rappel que la seule personne qui doit croire en ton potentiel, c'est toi.